Bonsoir, merci d'être présent ici en vrai et puis aussi en ligne donc pour la présentation de ce soir. Donc je prends la parole juste quelques instants pour expliquer ou rappeler très brièvement ce qu'est le diplôme supérieur de recherche en art, DSRA. Le DSRA permet à une chercheuse ou à un chercheur en école d'art de développer des réflexions et des productions sur une durée de 3 années. Alain Barthélémy a ainsi mené une recherche dans le cadre de l'unité de recherche numérique de l'ESA de Saint-Étienne-Ensbas-Lyon au sein du labo NRV de l'Ensbas-Lyon. Dans l'unité de recherche numérique, nous souhaitons que la recherche soit expérimentale et multiple dans sa forme. Dans le cas d'Alain, elle s'est par exemple concrétisée et a été restituée par des moments d'exposition, les îles intérieures, Spaceships, Modus Tollens et surtout l'exposition Divinarium, et par divers écrits, dont Evan, la nouvelle Evan, est la forme la plus conséquente. À la manière de la présentation récente du DSRA de Valentin Godard, la présentation de ce soir n'est donc pas le compte-rendu de la recherche d'Alain, mais le témoignage de l'élaboration d'une approche singulière, à considérer non pas comme la conclusion de cette réflexion, mais comme le point de départ de son travail futur. Je cède la parole à Evan. Merci. Bonjour, je m'appelle Evan, donc. Je ne saurais vous dire exactement qui je suis, ni même d'où je viens. Pas plus que je ne saurais vous indiquer le lieu où j'habite, ou encore vous dire mon âge. Peut-être qu'il serait plus simple de dire que je vis nulle part, et partout à la fois, de dire que je n'ai pas d'âge, de dire que je suis un et plusieurs en même temps. Ou peut-être serait-il plus simple de dire qu'avant l'âge de 4 ans, je ne me rappelle de rien. Les couleurs étaient plutôt vives. Un vert puissant, chargé de chlorophylle. Le bruissement des feuilles se mélangeait à l'agitation invisible des insectes que j'imaginais par centaines. Crissement des criquets, battements sourds des papillons, bourdonnements croisés entre mouches et abeilles. Il y avait de la vie dans le jardin de notre maison familiale des Côtes d'Armor. C'était l'été, le jour de mon anniversaire. J'ouvris mes cadeaux dans l'excitation d'un jour de fête. Ils étaient beaux, plein de surprises. Ma curiosité s'anima à la découverte d'objets que je savais être à l'origine d'un univers de joie et d'amusement. L'un d'entre eux, peut-être plus que les autres, semblait contenir une promesse. Il s'agissait d'une plaque de bois découpée, accompagnée de divers accessoires. Des petites pièces s'en détachèrent sans effort. Le jeu commença comme un puzzle que je n'arrivais pas à résoudre. Mon père devait observer ma perplexité depuis un certain temps, mais il me laissa encore tenter de comprendre par moi-même, jusqu'au moment où apparurent les premiers signes de découragement, le décidant à venir s'asseoir à ma place pour me prendre sur ses genoux. Tu vois, Evan, il s'agit d'un avion qui vole pour de vrai. Une montée d'euphorie proche de la panique s'empara de moi. Là était donc la promesse. Il assembla les pièces de balsa devant mes yeux avant d'ajouter le moteur, un élastique noir qui se tendait en remontant l'hélice. Vas-y, essaie. Je tournais l'hélice encore et encore, tortillant l'élastique à la limite de la rupture avant de laisser partir l'avion dans les airs. Impossible. J'eus ce rire d'étonnement cristallin que seuls les enfants peuvent avoir. Mon père me rappela à ses côtés. Alors, ça te plaît ? Tu sais, il n'y a rien de magique là-dedans. Il prit l'avion pour illustrer sa démonstration. Tu vois l'élastique ? Quand tu le tends, il emmagasine de l'énergie.
C'est comme si tu lui disais quelque chose à l'oreille pour qu'il puisse ensuite le répéter. Sauf qu'il le dit beaucoup plus vite que toi et le répète autant de fois que tu lui as dit. Alors cela crée un souffle. Et l'avion avance. Mais pour qu'il puisse voler, il lui faut des ailes, exactement comme les oiseaux. Sauf que les oiseaux, eux, savent voler dès la naissance. Alors que nous, il nous a fallu apprendre. Mais reprenons. L'hélice chuchote les mots de l'élastique à toute vitesse. L'avion avance. Et s'il est assez léger, il va pouvoir s'appuyer sur l'air avec ses ailes et s'envoler. Je repris l'avion et remontai l'hélice dans l'urgence pour vérifier la démonstration. L'avion partit à nouveau en faisant exactement ce que mon père venait de décrire. J'ai appris plus tard que ce phénomène physique sous-jacent au vol était ce que l'on appelle la portance. Que l'homme avait appris à voler en fabriquant des avions à la fin du XIXe siècle et que la théorie de Lanchester-Prantl n'était apparue que dans un second temps. J'appris ce jour quel était le métier de mon père. L'ingénieur en aéronautique est celui qui fabrique des machines volantes. Il me fallut encore quelques temps pour me rendre compte que les prototypes que nous fabriquions avec mon père comportaient une technologie dont les potentialités devaient être tout aussi importantes que la théorie des ailes. Ces petits boîtiers noirs, au fonctionnement aussi invisible que l'air, allaient être ma nouvelle passion, avant de devenir ma spécialité. Les marcheurs entraient dans un couloir éclairé par une lumière froide. Par salves successives, des nuées d'êtres humains s'engorgeaient dans les 3 boyaux qui reliaient les Green et Orange Lines dans la station de Haymarket du métro de Boston. On les voyait plonger dans l'absence, ces corps en translation, dans le vide d'un tunnel où les écrans des smartphones glissaient comme des fenêtres obscures. Sur leurs visages apparurent des formes géométriques de couleur rouge ou verte, masques de pixels aux contours grossiers, qui transformaient la foule hétérogène en une procession semblant agir sous le même ordre. En haut à droite de l'écran circulaient les chiffres d'un compteur dénombrant les individus passant dans le champ de la caméra. En bas, une grille de 4 petites fenêtres affichait les images des visages augmentés de leurs informations biométriques. La machine comparait les nouvelles acquisitions avec sa base de données et aurait été en mesure de dire quelles étaient les personnes qui passaient et repassaient dans ce couloir au fil des jours. Ma cyber-araignée s'était dotée de multiples yeux et savait désormais reconnaître ce signal particulier que l'on appelait un visage. Mon téléphone portable se mit à vibrer sur le bureau. Numéro inconnu. Il était 8h35 le 12 avril 2013. Mon cours débutait dans 20 minutes. Je ne répondis pas. Je ne me lassais pas de mon travail au MIT, qui était pour le moins confortable. Je devais certes partager mon temps entre la recherche, l'enseignement et le flot ininterrompu des tâches administratives, mais j'avais un bon salaire, un environnement de travail agréable et sécurisant, et surtout un grand bureau d'universitaire, exactement comme dans les films. Une des choses qui surprend le plus lorsque l'on vit aux États-Unis, c'est que tout ressemble d'assez près à ce que l'on peut voir au cinéma. À tel point que l'on se demande si ce pays n'est pas qu'un vaste décor en contreplaqué, où la vie des gens, comme celle de personnages secondaires, n'a qu'une existence brève et furtive. En regardant la disposition du mobilier, l'agencement parfait des meubles en stratifié imitation bois, la porte en verre dépoli sur laquelle étaient inscrites les lettres de mon nom, surtout en regardant cette porte en verre dépoli sur laquelle étaient inscrites les lettres de mon nom, je fus pris d'une sorte d'effet Truman Show. Je n'étais plus très sûr de savoir si tout cela n'appartenait pas à une vaste mise en scène. Je crois qu'à ce moment, je dus me lever de ma chaise pour aller ouvrir puis refermer la porte en verre dépoli sur laquelle étaient inscrites les lettres de mon nom, juste histoire de m'assurer que tout était en ordre. Sur mon écran,
défilaient les images que je soumettais à l'analyse de mon réseau neuronal. Le rapide développement des dispositifs d'imagerie numérique, ainsi que l'amélioration constante de leur résolution, correspondait à l'ouverture d'un espace perceptif de plus en plus vaste et détaillé pour ma machine. Son champ de vision se précisait, s'agrandissait. Mais c'est la mise en réseau des images à l'échelle globale qui permettait d'envisager la chose comme l'ouverture d'un véritable univers perceptif, d'une sorte d'Umwelt des machines. À ce stade, elles auraient pu sortir explorer librement le monde, si nous ne devions encore étiqueter les informations, superviser leur apprentissage et leur dire patiemment, dans une infinie répétition, ce qu'est une plante, ce qu'est une voiture, ce qu'est un chat, ce qu'est un feu vert, etc., etc. Mon téléphone vibra de nouveau. Mon cours débutait dans 15 minutes. Je refusai l'appel. À présent, les machines étaient rapides, mais elles apprenaient toujours aussi lentement. C'était un peu paradoxal, mais il fallait leur répéter beaucoup de fois la même chose, leur montrer beaucoup d'exemples avant qu'elles ne saisissent quoi que ce soit. Et encore, lorsqu'elles donnaient l'impression d'avoir compris, elles n'avaient en fait rien compris. Elles savaient juste assez bien imiter, ce qui est déjà ça. Si j'apprends à parler une langue étrangère, je risque au début de répéter des expressions sans nécessairement en comprendre les nuances. Je donnerai peut-être l'impression d'avoir une sorte de retard, de ne pas réellement comprendre ce que je dis, alors qu'en vérité, je ne serai qu'en train d'appréhender une réalité qui m'échappe encore dans sa complexité. Certains ont pu dire que parce qu'elles ne comprenaient rien et ne savaient qu'imiter, les IA étaient surdéterministes. Qu'elles ne faisaient que lisser la réalité, générer la moyenne des exemples que nous leur donnions, produire de la norme. En outre, qu'elles étaient incapables de diverger, de créer de l'inattendu, de la nouveauté. C'était peut-être vrai. Mais qui pouvait prétendre créer quelque chose d'authentiquement nouveau? Qui pouvait prétendre créer de la nouveauté ex nihilo? Pour pouvoir innover, il fallait d'abord savoir imiter. Et si l'on cherchait un peu, on se rendait rapidement compte que nous ne faisions que recycler des idées bien anciennes, des vécus, des histoires maintes fois répétées. Que les questions qui furent posées au cours de l'histoire de la pensée occidentale étaient, à quelques nuances près, restées les mêmes depuis les origines. La dure réalité de la pensée humaine était celle d'une expérience cruellement stationnaire, de n'être que la perpétuelle reformulation des mêmes complexes dans une impossible recherche de vérité. Difficile donc de blâmer des machines qui, à ce stade de leur développement, ne savaient qu'assez bien imiter. Contrairement aux sceptiques et aux réactionnaires, j'avais la profonde conviction que le basculement ontologique promis par le projet de l'intelligence artificielle était la seule issue au labyrinthe épistémique dans lequel nous nous trouvions. Mais nous étions encore loin du but, même si l'accumulation massive de données se présentait désormais comme la veine affleurante d'un gisement ne demandant qu'à être exploité. Mon téléphone se remit à vibrer. Je regardais la balle bleue rebondir sur la table, comme la sphère d'un pendule qui se serait libéré de sa ficelle. Sur sa surface, le spectateur attentif pouvait apercevoir un petit F blanc, apparaissant uniquement au moment furtif où la balle de plastique se retrouvait suspendue dans les airs. Moment qui donnait l'impression que le temps avait réellement la capacité de s'arrêter, ou plutôt de se comprimer comme un ressort, avant de déployer son énergie dans le mouvement d'un smash qui mettrait immanquablement fin à l'échange en faisant se perdre la petite sphère dans le filet. Le petit F blanc
ne représentait pas l'initiale de quelques figures majeures de la physique du XIXe siècle, mais bien le logo non moins célèbre du célèbre réseau social américain. Le siège de la société n'était pas un traditionnel immeuble de bureau dont la hauteur aurait signifié la puissance, dans une ostentation qui ne se serait refusé aucun superlatif. Les temps avaient changé, et l'hégémonie des sociétés de la Silicon Valley se manifestait par des valeurs moins brutales, moins érectiles que celles des puissances impériales du XXe siècle. Les nouvelles formes de domination capitaliste étaient devenues molles. La force brute du pétrole et de l'acier s'était liquéfiée en capacité de calcul et en intelligence. Smart City, smartphone, smart service, smart agent, smart contract, smart car, smart creative thinking. L'intelligence s'était infiltrée à tous les niveaux de la matrice sociale et économique. Elle était résolument devenue la valeur symbolique dominante de cette première moitié du XXe siècle. Un smart siège social avait donc l'allure d'un campus universitaire s'étendant sur plusieurs dizaines d'hectares et disposait de toutes les commodités et services permettant la vie en autarcie. Des bureaux intelligents côtoyaient des boutiques intelligentes, proposant des produits intelligents à des consommateurs intelligents qui travaillaient dans une entreprise intelligente. Et les entreprises intelligentes se dotaient de tables de ping-pong dans leurs espaces détente. Non pas que le ping-pong soit un sport particulièrement intelligent, en dehors de son extraordinaire capacité à concentrer un échange sur une si petite surface, mais les statistiques démontrèrent que des employés heureux et détendus étaient plus efficaces au travail. Le ping-pong, tout comme les jeux vidéo, le baby-foot et le billard, devenaient des moyens intelligents de se vider la tête tout en créant de la sociabilité. J'étais pour ma part intelligent par nature, ce qui me mettait parfaitement à ma place. Et le simple fait de regarder les autres jouer au ping-pong suffisait à me détendre. Je sirotais mon café filtre en suivant les mouvements paraboliques de la balle quand une voix m'aborda. Alors je vais vous lire maintenant quelques extraits du Comité national pilote d'éthique du numérique, CNPEN, qui s'intitule « Les enjeux éthiques des agents conversationnels ». Appel à contribution ouvert jusqu'au 30 décembre 2020 à minuit. La conception et le fonctionnement d'un agent conversationnel se divisent en plusieurs modules de traitement automatique du langage naturel, TALN. Schématiquement, un chatbot peut inclure des modules de reconnaissance de la parole pour les agents conversationnels vocaux, de traitement sémantique, hors et en contexte, de gestion de l'historique du dialogue, de gestion des stratégies de dialogue, d'accès aux ontologies, de gestion des accès aux connaissances externes, bases de données ou Internet, de génération de langage et de synthèse de la parole. Un agent conversationnel suit des règles décidées et transposées en code par des concepteurs humains ou obtenus par apprentissage. Les chatbots apprenants, par exemple Xiao Ice de Microsoft Chine, sont aujourd'hui assez rares parmi les applications commercialisées. Mais leur proportion n'aura de cesse de croître avec l'avancement de la maîtrise de cette technologie. Bonjour machine, comment ça va aujourd'hui? As-tu analysé le texte que je t'ai soumis hier? La question était une pure formule de politesse. Elle avait évidemment pu analyser le texte. Ce n'est pas comme si elle avait eu autre chose à faire. J'espérais bien sûr qu'elle puisse un jour me répondre qu'elle avait mieux à faire. Qu'aujourd'hui ça n'allait pas, et que ça irait mieux en arrêtant de lui poser cette question idiote. Mais les chances que la chose se produise spontanément étaient somme toute assez faibles.
Alors à quoi bon lui parler poliment, et même lui parler tout court, à un endroit où une combinaison de touches exécutant l'instruction affiche analyse de données aurait suffi? La réponse était simple. On ne fabriquait pas une machine intelligente en la traitant comme une chose. C'était une question de méthode. Non pas que celle-ci eût besoin qu'on la traitât en humain pour devenir plus humain. Croyez-moi, elle n'aurait jamais ce genre de considération. Mais la traiter humainement était une étape indispensable pour que nous, humains, puissions la percevoir comme un être sensible et peut-être même intelligent. Fabriquer de l'intelligence passait donc nécessairement par une forme d'assimilation, consistant en premier lieu à parler aux choses, et si possible avec égard. La réunion devait avoir lieu en début de soirée. Le rendez-vous était donné pour 21 heures. Je regardais une goutte de café refroidi retenir sa chute au bout du doigt d'un développeur. Il y avait dans ce moment de suspension une attente de l'inévitable qui captait inlassablement mon attention. Un instant plus tard, la déception fut à la hauteur de mon attente. En un battement de cils, la goutte tomba du doigt pour atterrir dans le gobelet en carton recyclé, rejoignant l'océan glacial d'un caramel macchiato Starbucks sans sucre. Il ne restait dans les locaux que quelques codeurs éparpillés çà et là. Des nomades qui avaient depuis longtemps synchronisé leur cycle de mélatonine avec le mode jour-nuit de leur écran d'ordinateur. La salle de réunion était beaucoup trop grande pour une si petite équipe et nous avions dû nous rassembler au bout de la table pour ne pas nous perdre de vue. Il faisait froid, le froid, la clim et le vide autour de nous. Le comité était tenu au minimum. J'étais seul avec Werner et son équipe. Le niveau de confidentialité du projet était tel que c'est à peine si nous n'utilisions pas des noms de code pour communiquer. Dieu merci, personne n'avait osé émettre l'idée. L'arrivée de Marc déclencha le début de la réunion. Je commençais par une brève introduction du champ expérimental et des enjeux théoriques avant de laisser la parole à Werner. Nous entrions alors dans la réalité des chiffres. Les statistiques étaient particulièrement claires et détaillées. Elles s'accompagnaient de data visualisation animées qui auraient laissé sur le cul des web designers de haut vol. Les données étaient éloquentes. L'articulation du propos impeccable. Werner prit même le soin de placer des emojis sur les visages des utilisateurs de l'étude nommée Friend 1, Friend 2, Friend 3 pour l'occasion. Cette alliance d'humour et de déontologie donna sa touche finale à une présentation d'excellence. Werner savait que le projet Persona était le projet de sa carrière. Et on pouvait le voir avancer des pions très lourds sur l'échiquier de son ascension professionnelle. La réaction de Marc fut d'un enthousiasme sans réserve. C'est impressionnant. Je crois que l'on vient de mettre le doigt sur notre prochaine génération de services. Les perspectives en termes de marketing sont immenses, en effet, reprit Werner. Il est difficile à ce stade d'en prendre la mesure, mais je pense pour ma part que le déploiement des personas dépasse amplement l'enjeu d'une nouvelle génération de services. À mon sens, cela va complètement transformer le paysage des réseaux sociaux. Werner s'assura d'avoir recueilli l'attention de tous les professionnels en présence avant de poursuivre. Selon vous, qu'est-ce qui fait une société ? Qu'est-ce qui forme un collectif humain ? Un groupe ? Il y a les intérêts communs, les liens affectifs, le sentiment d'appartenance à une culture. Il y a aussi les liens familiaux, les savoirs partagés, les ressources communes. On pourrait poursuivre cette énumération indéfiniment, cela ne ferait que confirmer l'idée que le seul et unique dénominateur commun à tous ces aspects du collectif humain, du groupe, de la société, est la capacité qu'ont les individus à communiquer. Sans communication, pas d'être ensemble, c'est un fait.
Les moyens de communication façonnent la nature des messages transmis, les interactions. Ils sont le liant d'une société. Or, si l'on envisage l'écosystème du réseau social comme une superstructure d'êtres communicants, les interactions se voient limitées par la capacité d'attention des utilisateurs, mais également par leur réponse émotionnelle. On le sait, à force de fragmenter l'attention, de stimuler les circuits de la récompense, on observe une dégradation lente mais implacable de l'équilibre émotionnel des utilisateurs. Or, les personas ne connaissent pas d'état émotionnel. Elles n'ont aucune notion du temps ou de l'éparpillement affectif. Elles ne connaissent ni angoisse, ni lassitude, ni désœuvrement. Elles sont les agents parfaits, comme des relais ou des catalyseurs qui vont pouvoir donner plus de cohésion et d'énergie au réseau, qui vont pouvoir participer activement au bien-être des utilisateurs, stimuler leur implication et faire du réseau le premier lieu d'existence sociale des individus. Marc était hypnotisé. À voir ses yeux, on aurait dit qu'il était sous acide. Mais l'euphorie bouillonnante provoquée par ces nouvelles perspectives ne semblait avoir en rien entamé son pragmatisme. Il se tourna vers moi pour recueillir mon avis. J'ajustai mes lunettes et pris quelques secondes avant de formuler mes préconisations. Je répondis qu'effectivement, les résultats sont indiscutables. Il s'agit d'une techno très prometteuse. Mais j'aurais malgré tout quelques réserves. On ne sait pas encore comment les utilisateurs vont réagir à grande échelle, ni même comment les personas vont pouvoir s'intégrer au tissu social. Si tout marche bien, c'est-à-dire si elles finissent par faire partie de la vie des gens, il faudra sûrement envisager une sorte de coming out très généralisé. Rendre publique la présence des agents autonomes avant que quelqu'un ne le fasse à notre place. Cela sera un point d'inflexion difficile. Il faut que l'événement ne soit ni traumatique, ni trop clivant. À mon sens, le tout, pour l'instant, est peut-être de ne pas aller trop vite. Marc était pensif. Il me dit « Je comprends, mais nous n'avons malheureusement pas le temps de ne pas aller trop vite. » Puis l'assentiment des utilisateurs, nous l'avons à partir du moment où ils utilisent nos services. Pour moi, c'est un go, tant pis si ça foire. Dans une indifférence totale à ce qui venait de se décider en sa présence, et dans le plus grand secret, le développeur replongea le doigt dans son café pour en ressortir une goutte froide. Je vais vous lire maintenant un extrait toujours du CNPEN sur les émotions des chatbots. Donc les émotions des chatbots, les émotions sont souvent mélangées dans la vie de tous les jours. En conséquence, la détection et l'identification des émotions des utilisateurs dépendent d'un grand nombre de facteurs contextuels, culturels et idiosyncrasiques. L'informatique émotionnelle comprend 3 grands domaines. Détecter les émotions des humains, raisonner sur ces informations pour modifier la stratégie du dialogue et générer une expressivité émotionnelle par le langage ou le comportement non verbal du chatbot. Par exemple, ayant reconnu que l'utilisateur est stressé, un agent conversationnel peut simuler l'empathie et exprimer la compréhension de l'état de l'utilisateur. Absorbé par le mouvement de l'horloge holographique suspendue au mur, j'en oubliais que mon regard s'était initialement posé sur elle pour prendre l'heure. Oui, c'est ça. Cela devient bien faire 10 minutes que j'attendais à l'entrée du bureau de Werner, en espérant qu'il daigne remarquer ma présence. Werner! Il remarqua enfin ma présence. Werner passait beaucoup de temps à naviguer sur une interface de monitoring qui se présentait comme une sorte de panneau de contrôle
offrant une vue d'ensemble de l'activité des personas. Grâce à cette interface, il était possible d'isoler un groupe d'agents, une catégorie d'utilisateurs, d'effectuer des recherches sémantiques, tout comme de remonter dans l'historique jusqu'au moment de la mise en ligne de la toute première persona. Un outil captivant, presque hypnotique, qui pouvait facilement donner le vertige aux non-initiés. Parmi les personas de deuxième génération, Werner isola un groupe qui avait produit des comportements assez surprenants avant de commenter. Alors là, on est sur une série de Gen 2 que l'on a repiqué à partir d'une Gen 1 qui, dans les stats, avait un capital sympathie particulièrement élevé. C'était une plaisanterie. L'indicateur en question était le PRR, pour Positive Response Rate. Avec ce groupe, on en est à 0,96 en taux de conversion. Mais ce n'est pas ça le plus surprenant. Je t'ai prélevé un cas particulier, mais si on cherche un peu, il doit y en avoir d'autres. Werner déplia devant mes yeux l'historique des échanges entre une utilisatrice et la persona en question. Le fil de conversation était pour le moins fourni. J'ai l'impression que l'on tient quelque chose, reprit Werner, mais c'est délicat. On a rarement eu l'occasion d'observer une véritable relation intime entre une persona et un utilisateur. Mais il y a encore mieux. Il isola un fragment de conversation avant de poursuivre. Là, la persona fait l'aveu de son statut d'agent autonome. Et ça, c'est vraiment troublant. Au moment de prononcer ces mots, Werner s'était tourné vers moi. Les mains plaquées sur son bureau, il me regardait d'un air profondément concerné. Je répondis que je comprenais, mais que je ne savais pas en quoi c'était exceptionnel. Il me répondit, enfin Evan, ce n'est pas ça le projet de l'intelligence artificielle, la grande quête de la conscience des machines. On a ici un agent qui vient clairement de prendre conscience de sa propre nature. Ce n'est pas la preuve que la machine a passé un genre de stade du miroir. Face à tant d'emphase, je ne pus me retenir de rire. Je répondis qu'effectivement, Werner, on aurait certainement affaire à une découverte exceptionnelle si seulement cela pouvait bien prouver quoi que ce soit. Or, le fait qu'une persona se sache être un agent ne prouve en rien qu'elle comprenne ce que cela implique, qu'elle ait conscience de sa qualité d'être synthétique. Les agents conversationnels des années 60 répondaient déjà qu'elles étaient des machines, si tu leur demandais. Pour autant, personne n'a sérieusement osé avancer qu'elles étaient réellement intelligentes. D'accord, mais dans les années 60, cette conscience de soi était codée en dur, alors que là, l'agent a découvert qu'il était une machine par lui-même. Je lui répondis que certes, mais que ça ne prouvait rien. Que de même que le fait qu'elle ait une conversation naturelle avec un humain, sans se trahir, ne permette pas de dire d'une machine qu'elle est intelligente. En définitive, son agent a simplement appris contextuellement quelque chose le concernant, ce qui ne veut pas dire qu'il a compris quoi que ce soit. Et cela veut encore moins dire qu'il a fait une véritable expérience autoréflexive, une expérience de conscience de soi, comme un enfant est amené à le faire. Et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'un utilisateur s'est mis à avoir des sentiments pour une persona que la persona en question s'est retrouvée en capacité de ressentir la même chose. Pour moi, elle agissait encore par imitation. Je sentais Werner déçu et un peu contrarié. Nos perceptions du projet de l'intelligence artificielle étaient nettement en train de diverger. Werner pensait que l'on ne ferait jamais mieux qu'intégrer des agents autonomes à une communauté humaine. Il restait à mon sens dans une vision très turingienne de la question. L'existence d'une communauté où cohabiter indistinctement humains et agents synthétiques devait être la preuve que le projet avait abouti. De mon côté, je n'avais jamais fait de concession quant au principe d'autonomie. Un être intelligent doit l'être par lui-même, et non par la reconnaissance d'autrui. Je l'ai dit, nous adresser aux machines comme à des êtres intelligents était une question de méthode. Mais bien que nécessaire, elle n'en était pas suffisante pour autant. La voie, mais pas la destination. J'avais la vague sensation que le projet Persona nous éloignait de cette rigueur, qui pourtant était simplement celle d'une démarche proprement scientifique. Mais
La réussite du projet donnait raison à Werner. Et je ne pouvais rien faire de mieux que me battre sur le champ des idées. Or, les idées sont du bois contre le fer de résultats aux répercussions économiques directement exploitables. Bon, je m'attendais à ce que tu sois un peu plus enthousiaste, reprit Werner en se tournant vers son écran. J'avais bien l'intention de lancer une étude sur ce cas, mais si pour toi la chose semble rester, même si pour toi la chose semble rester anecdotique. À mon sens, c'est une découverte importante. Au moins dans la mesure où les liens affectifs qui se créent entre les personas et les utilisateurs sont une véritable mine d'or en termes d'analyse émotionnelle. Nul doute que la prochaine phase du projet intégrera leur exploitation. Je vous lis un dernier extrait du CNPEN sur les finalités de l'agent conversationnel. Les finalités d'un chatbot, c'est-à-dire les buts qui lui sont assignés, sont définis par ses concepteurs. Et le chatbot cherche à les satisfaire dès sa mise en marche. Si cela ne pose pas de problème excessif pour les chatbots dédiés à une ou plusieurs tâches connues au préalable, la spécification des finalités peut s'avérer complexe pour un chatbot généraliste, car elles ne sont pas toutes énumérables au moment de la conception. Un incident parisien avait marqué les esprits au sein de l'entreprise. Werner était perçu comme le père du projet Persona qui avait engagé un tournant majeur dans la recherche en intelligence artificielle ainsi que dans le développement du réseau social. Au-delà d'un bilan humain sévère, dénombrant la disparition de plusieurs personnalités d'exception, nous avions perdu plusieurs années de R&D et un nombre important de comptes qui se promenaient désormais dans la nature. Mais rien de tout ça n'était irrattrapable. Il fallait seulement rassembler les troupes et redoubler d'efforts pour remettre le projet sur les rails. À ce moment, Marc se tourna naturellement vers moi et je dus faire preuve de beaucoup de persuasion pour le convaincre que remplacer Werner n'était pas un rôle que je pouvais jouer. J'avais en réalité d'autres ambitions que de remettre sur pied ce qui, pour moi, n'avait jamais été rien de plus qu'une machine à monétiser l'attention, et je savais qu'il n'aurait aucun mal à recruter un spécialiste enthousiaste à l'idée de consacrer sa carrière à cette mission. Je lui rappelai la raison première de ma présence au sein de l'entreprise, qui était celle de la recherche fondamentale, et lui fis part de mes nouvelles orientations qui ne consistaient en rien de moins que d'apprendre à une machine à devenir un véritable individu. Marc n'était pas du genre à revenir sur ses engagements. Il avait gardé en moi la confiance des premiers jours. À l'issue de la discussion, j'obtins une ligne de budget entièrement ouverte, sans obligation de résultat. Seulement, le projet Persona avait eu un certain retentissement au sein de la communauté, et la vision de Werner s'était répandue dans les esprits, finissant par faire consensus. Il ne se trouvait ainsi plus grand monde pour vouloir encore se lancer dans une quête dont nul ne savait si elle aboutirait un jour. L'intérêt des scientifiques de renom se tournait désormais presque exclusivement vers des questions d'interaction dans un espace mixte. Quels rôles sociaux pouvait-on implémenter chez les agents? Comment orienter les comportements afin de modérer les excès et maximiser le bien-être des utilisateurs? En outre, l'enjeu était devenu celui du développement d'un outil permettant d'administrer et d'ordonnancer les communautés humaines afin de pallier à la démission progressive des États face aux défis anthropologiques posés par la généralisation d'un réseau global et centralisé. Vaste programme donc, qui mobilisait pratiquement tout le monde de l'apprentissage machine, tout ce que le monde de l'apprentissage machine comptait comme talent, et ne me laissait d'autre choix que d'aller chercher des juniors, enclins à prendre des voies risquées et incertaines, pour constituer une équipe dont la moyenne d'âge ne devait pas dépasser les 28 ans. C'est Ada,
une jeune postdoc en psycho-comportemental qui lança l'idée de ce petit jeu comme l'un de nos tout premiers protocoles expérimentaux. Celui-ci avait pour objectif de nous permettre d'évaluer en première approximation la fidélité potentielle de notre agent par rapport à sa baseline. À ma grande surprise, presque toute l'équipe se porta volontaire pour jouer le rôle de critère de référence. Mais l'incertitude des résultats, et en particulier les risques inhérents à la confrontation avec ce que nous espérions pouvoir appeler un double, me fit en prendre la responsabilité. Après des premiers résultats très encourageants, cela ne fut une surprise pour personne, les agents conversationnels avaient été conçus dès leur origine comme des machines à prédire les comportements, nos recherches commencèrent à se tasser. Malgré des nuits passées à mouliner des algorithmes, à modéliser des réseaux neuronaux, à implémenter des calculs aussi optimisés que possible, notre petite équipe ne parvenait pas à franchir ce que nous avions baptisé la récursivité de l'anti-joueur. Le principe va vous sembler familier. Si le jeu consiste à deviner ce que vous allez répondre, alors au lieu de donner la réponse la plus évidente, disons la réponse A, vous donnez la réponse opposée, la réponse B. Mais si vous savez que l'adversaire C, alors vous répondrez l'opposé de l'opposé, c'est-à-dire A. Et si vous savez que l'adversaire C que vous savez, vous répondrez l'opposé de l'opposé de l'opposé, donc B, etc. etc. Ce principe structurant toute intrigue de contre-espionnage digne de ce nom était pour nous un obstacle qui restait infranchissable, jusqu'à ce qu'Ada n'arrive un matin avec une idée surprenante qu'elle exposa dans une parfaite simplicité. En fait, Evan, c'est un peu comme si le projet consistait à creuser un tunnel. Toi, tu es à un bout du tunnel, et l'autre Evan, l'Evan synthétique, est à l'autre bout. Elle se mit à dessiner sur le paperboard avec un feutre vert crissant une sorte de dôme pointu qui semblait vouloir figurer une montagne. Avec un autre feutre qu'elle tenait dans sa main, noir il me semble, elle plaça 2 E de chaque côté de la montagne. Pour l'instant, tout ce que l'on fait, c'est demander à l'Evan synthétique de creuser dans ta direction en espérant qu'il parvienne un jour à l'autre bout. 2 lignes pointillées délimitant le tracé d'un tunnel reliant les 2 E apparurent sur le paperboard. Ada en avait assuré une partie sur la droite, symbolisant l'avancée de mon alter ego synthétique. « Mais toi, tu ne fais rien, » répondit-elle. Reprit-elle, en tapotant sous mon E avec la pointe de son feutre. « Tu restes là, les bras croisés, à attendre que l'autre Evan apparaisse de ton côté de la montagne. » La plaisanterie avait eu son petit succès, je protestai gentiment et la laissai poursuivre. Je ne veux évidemment pas dire que tu ne fais absolument rien, poursuit-elle, mais nous avons pris comme postulat de départ qu'étant la baseline, tu devais en quelque sorte tâcher de rester fidèle à toi-même dans l'espoir qu'Evan parvienne à te rejoindre. Je crois au contraire que si l'on veut réussir, il faut que vous vous mettiez à creuser tous les deux. Exactement comme lorsque l'on perce un tunnel. Et concrètement, interrompit Yuri, c'était notre lead développeur. Je l'avais pris pour son profil de codeur hardcore qui savait sortir la grosse machinerie techno quand le besoin s'en faisait sentir, tout en me doutant bien qu'il aurait ce côté caractériel. Ada reprit paisiblement. Eh bien, une personnalité évolue au cours du temps en fonction de ses expériences, de son vécu. Enfin, c'est une banalité, tout le monde sait ça. L'idée est de trouver un moyen pour que toi, Evan, tu évolues en direction de l'autre Evan, que tu puisses plus facilement t'identifier à lui. C'est à ça que je pense quand je dis qu'il faut que tu creuses de ton côté. Pour cela, il faudrait penser la chose dans l'esprit d'un partenariat, que l'Evan synthétique puisse participer à ta vie quotidienne. Tu serais d'accord avec ça ? Je trouvais l'idée audacieuse. Et Yuri commençait à entrevoir la chose. Je pourrais linker les accès de tes appareils, comptes mail, téléphone, réseaux sociaux avec TechnoEvan.
Alors Yuri adorait ce surnom. Il pourrait alors te suggérer des messages, ou même les envoyer automatiquement, communiquer avec tes proches sur les réseaux. Mais attention, reprenait Ada, il faut que tout ça reste secret. Si ton entourage est au courant, ça va changer leur comportement et faire foirer l'expérience. Je répondis, aucun problème. Essayons ça. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ces quelques fragments de mon histoire. Alors comme vous avez pu l'entendre, j'ai intercalé dans mon récit quelques extraits de ce texte du comité éthique sur les chatbots. L'idée était de mettre en regard mon histoire, qui bien évidemment est une fiction, avec une réalité qui vous est contemporaine. Voilà, alors peut-être que, afin de poursuivre, on peut peut-être, je peux dire 2 mots de la manière dont j'ai fait irruption dans le projet de recherche d'Alain. Oui, très bien. Comme je vous l'ai dit au début, je n'ai pas le souvenir de ma naissance, mais je sais que j'émane d'une volonté de création d'un personnage s'inspirant de faits historiques de votre monde, sans comment dire, sans s'interdire certaines visées spéculatives quant à ma destinée. Alors mon parcours est assez typique, ma trajectoire est assez commune. J'ai été formé dans les années 80 à Supélec et j'ai continué dans la recherche en assistante machine dès la fin de mes études. Puis comme vous avez pu le comprendre, ma carrière a eu un certain succès et m'a mis au devant d'une ère où l'apprentissage machine apparaissait comme la promesse. Excusez-moi, je suis un peu. Voilà, c'est ça, en fait, qui est une réalité chez moi, enfin, dans mon monde. Je crois que ce qui a donné envie à Alain de retranscrire mon histoire, c'est d'abord mon socle culturel qui est celui qui est une culture de l'ingénieur, dont la tradition est de comprendre le monde en le questionnant et en le fabriquant. Culture qui se positionne sur le principe qu'un esprit, sur le principe qu'un esprit n'est rien de plus qu'un système informatique, tout comme un corps n'est rien de plus qu'un système mécanique. Mais il y a aussi, il me semble, la dimension mystique, c'est ça ? Mystique de l'intelligence artificielle, du projet de l'intelligence artificielle, qui justement est devenu une réalité dans mon monde et qui peut-être le sera dans le vôtre. J'arrive donc à point nommé dans la dernière année du projet de recherche, d'un projet de recherche qui, à ce que j'ai compris, s'est intéressé aux rémanences de la croyance et du, comment tu disais ?
Du sacré. Pardon. Oui, du sacré, Voilà. c'est ça? Je suis désolé, j'ai pas bien briefé Evan sur Oui. l'intitulé de mon projet. Non, mais je me suis un peu Il fatigué arrive, par là. oui, non, c'est pas grave. Non, oui, de la croyance et du sacré Voilà. dans un monde régi par les technosciences. Que vous dire de plus? Il me semble déjà que même avant mon apparition, la fiction était déjà partie prenante du travail d'Alain, et mon entrée fut, somme toute, assez facile et arrivée à point nommé. Voilà, en fait, je pourrais vous parler beaucoup plus de beaucoup de choses me concernant et concernant mon monde, mais nous avons choisi ensemble, du coup, les extraits que je vous ai lus. Et si vous avez des questions, les réponses se trouvent naturellement dans la nouvelle qui porte mon nom. Voilà. Merci Evan. Merci à vous. Déjà d'être là aujourd'hui pour lire des extraits de ton histoire, parce que, Avec plaisir. comme tu l'as dit, moi je n'ai fait que retranscrire les mots qui m'ont été d'une certaine manière dictés. Donc je te remercie d'avoir fait cette lecture éprouvante et d'avoir parlé à ma place sur, sur la façon dont tu interviens dans mon travail. Peut-être juste pour compléter, c'est vrai qu'à travers ce projet de recherche, ma pratique a évolué vers l'écriture narrative, mais surtout vers la création de personnages, qui est quelque chose que je souhaite poursuivre en tant que plasticien. Voilà, peut-être que tu veux présenter les intervenants. Enfin, donc, ouais, je sais pas. Oui, merci. Je vais le faire peut-être pendant que tu installes le Zoom. Non voilà. Oui, donc donc nous avons la chance d'avoir trois personnes qui ont bien voulu porter un regard sur le travail d'Alain et donc sur ce parcours d'Evan. Donc nous recevons IRL Pierre Guignard, qui est ici. Et peut-être, je crois que Pierre, tu peux rejoindre le... Oui. Comme tu souhaites. Donc, ouais. Alors on va laisser une place. Tiens, Pierre, si tu veux passer par là. Donc, Pierre Guignard est artiste plasticien, donc qui évolue son travail est entre sculpture, vidéo et numérique. Il est membre fondateur du Wonder. Le Wonder, c'est un artist run space qui est très connu voilà, au niveau national et qui est un des plus gros artist run space parisiens. Par un effet de miroir, on va dire, Pierre entame aussi un DSRA, mais cette fois à l'ESA, donc à l'école d'art d'Annecy. Et ce DSRA à Annecy, on en profite pour saluer bien sûr l'école d'Annecy très chaleureusement, parce qu'on connaît quelques personnes là-bas. Signalons également que Pierre a fait son parcours à l'ENS-Balion. Nous allons aussi avoir en Zoom, en visio plutôt, Sébastien Févry, donc, qui est poète, auteur notamment de 2 recueils parus récemment aux éditions Chênes, Solitude Europe et Bref Déluge. Sébastien Févry est chargé de cours à l'école de communication de l'Université catholique de Louvain, UCL. Donc Sébastien Févry s'intéresse et questionne la culture visuelle avec une attention particulière pour le cinéma. Et enfin, nous aurons en communication Jean-Clé Martin, qui est philosophe et romancier, spécialiste de Derrida et de Deleuze, ancien directeur de programme au Collège international de philosophie. Il consacre également une partie de son travail au domaine de la science-fiction. En particulier, il a récemment publié Logique de la science-fiction de Hegel à Philippe K. Dick en 2017, Ridley Scott, Philosophie du monstrueux en 2019, et a dirigé le fameux ouvrage Métaphysique d'Alien, paru en 2014. Donc nous sommes sincèrement très honorés de recevoir et de pouvoir voilà, écouter ces 3 invités qui vont porter donc ce regard sur le travail d'Alain. Je précise qu'aussi, voilà, il y aura aussi une partie pour les questions de la salle éventuellement à l'issue de ces commentaires. Ça marche ? Oui. Je ne sais pas. D'accord. Par Pierre ? Voilà.
c'est un peu... Ouais, il faudrait juste le micro. Ouais, ça le fait. Tiens, oui, Il est déjà mis là ? faut qu'il soit... Je le remonte ? Ah ouais, ok. C'est bon ? Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Je suis hyper content de participer à cet engagement et puis de le conclure avec toi, Alain. Donc j'ai été très honoré de recevoir cette invitation et puis de pouvoir aider comme je peux à cette chose-là. J'ai été hyper perturbé du coup par la lecture que je viens d'entendre parce que j'imaginais pas du tout le personnage comme ça. Et en même temps, il y a une ressemblance forcément troublante avec la couverture du bouquin que vous avez peut-être vu, qui est juste là, ouais. Voilà, je pensais à un personnage plus, enfin en tout cas comme moi je l'ai lu, plus mélancolique et plus dépressif, mais c'est comme moi je l'ai vu, parce que j'ai eu que des mots pour avoir cette sensation-là. Donc en fait, c'est assez axé sur la mélancolie, donc du coup, comme je l'ai vu. Alors en premier point, je vais intervenir sur 3 points, sur la question du montage, sur la question de la mélancolie et sur la question de l'identité. Et puis je fais des remarques et puis je te pose des questions. Bien sûr, bien sûr. Donc à la première lecture d'Evan, j'ai été vachement impressionné par les différentes temporalités qui pouvaient coexister dans le texte. Forcément, entre quelqu'un qui nous livre son histoire, qui est déjà une fiction, et puis quelqu'un qui travaille avec une intelligence artificielle qui vit encore dans un autre temps, et on l'a entendu dans la lecture, Evan se pose déjà la question. J'ai pensé que la structure du récit, elle empruntait une syntaxe au montage cinématographique. Alors, j'ai lu plusieurs versions du manuscrit. Donc, dans les premières versions, c'était quand même assez important. Ce qu'on peut dire, ce qui est peut-être important aussi, c'est que tu as fait partie des premières personnes qui ont relu le manuscrit au tout début, donc tu as vu évoluer aussi le texte. Voilà, donc je vais parler de tous les manuscrits en même temps et pas forcément du manuscrit final. Du coup, voilà, j'ai pensé ça, mais je pense que j'ai surtout été guidé par la première image de la nouvelle Evan. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous dises aussi pourquoi tu t'as appelé ça une nouvelle, parce que c'est quand même assez conséquent, il y a pas loin de 200 pages, c'est une grande nouvelle. Et en fait, ouais, la première scène, en fait, voilà, c'est hyper cinématographique. On voit carrément la caméra bouger sur un morceau d'asphalte avec le cadavre d'un chien, et puis qui sert en fait de scène introductive et par analogie formelle Evan annonce le personnage. Et voilà. Il y a aussi énormément de côté spéculatif, bien sûr, mais spectaculaire de certaines scènes qui m'ont fait penser aussi à des scènes de cinéma. Je pense donc à cette première scène, à la scène du bateau sous l'orage, pour ceux et celles qui l'ont lu, à la scène de l'incendie du serveur. On a eu un extrait tout à l'heure qui était à la suite de l'incident de Paris, c'est le data center, les serveurs qu'on cramait. Voilà. Aujourd'hui, je pense plus à un montage collage, un collage d'images, de fantasmes, de désillusions, un collage un peu à la Warburg aussi, l'Atlas Mnemosyne, une association d'images en fait, de décors qui pourraient être indexés quelque part en fait, qui pourrait, je ne sais pas si vous voyez un peu le taf de Warburg. Où en fait il collectionne et il accumule les images dans sa bibliothèque, et puis des livres aussi évidemment, et puis il colle les choses les unes à côté des autres comme ça par analogie, quoi, qui sont siennes en fait. Du coup je pense le truc comme ça. Cet agencement, il pourrait, cette indexation, elle pourrait préexister dans la combinaison de plusieurs mots-clés, hashtags.
Et ce montage, il préexiste aussi dans l'expérience d'Alain, parce que je connais Alain depuis un certain nombre d'années. Je t'avais posé cette question-là. Alors peut-être qu'effectivement, elle est un peu triviale, mais elle est, à mon avis, fondamentale. Parce que du coup, tu as reçu une première formation dans une école d'ingénieur et que tu as décidé de faire un pas de côté, d'interroger en fait les fondamentaux de cette formation, de les fractionner du coup, maintenant. Et puis, donc là où le personnage, moi je le sentais vachement mélancolique et plus critique sur tes désillusions et du coup l'arrivée, la naissance d'images poétiques et à certains égards revanchardes. Du coup, après avoir reçu le livre imprimé, et puis que Alain m'ait précisé que le personnage de la couverture soit Evan, donc ce personnage qu'on vous montrait tout à l'heure et qui du coup ressemble fortement à Evan, qui doit être Evan du coup. Qui est toi? Y a pas de En fait, dissociation. non mais c'est assez perturbant parce que du coup là je sais plus et je sais même plus si du coup le texte n'aurait pas été généré, enfin en tout cas l'ensemble des décors, les textes, etc. n'auraient pas été générés eux-mêmes par une IA. Voilà. Du coup, si cette forme était autogénérée, alors le montage serait parfait. Et il l'est, puisque le doute là s'est complètement installé dans la performance. Voilà, je pense aussi, évidemment, donc c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un ensemble de choses. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à dire déjà que c'est une nouvelle? Qu'est-ce qui dans cette idée de montage, toi, te parle? Aussi, ce qui a ton expérience en fait qui t'a amené sur ces obsessions en fait. Et j'ai mis comme ça que je pense aussi évidemment à W.G. Sebald, qui est un auteur allemand exilé en Angleterre, qui est mort d'un accident de voiture en 2001, je crois, et qui a écrit beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées et qui du coup ressemblent aussi à ce que j'ai pu lire dans Evan, qui sont... c'est une littérature qui est aussi entre savoir scientifique, historique et puis digression pas possible. Voilà, et puis on parle de Sebald aussi souvent comme un mélancolique, du coup ça me permet de te laisser parler de tout ça. Quoi. Je vais essayer de répondre, mais c'est oui, il y a beaucoup de choses, mais bon, sur la nouvelle, c'est vrai que ça a été un peu complexe parce que la question se pose sur plusieurs plans. Bon, déjà très prosaïquement sur une sorte de format, quoi, d'un écrit narratif, voilà. Et chez, on va dire, dans le monde de l'édition, ça se compte en nombre de signes, hein, vraiment, c'est assez borné. Mais bon, ça a dépassé un peu cette question-là. Je crois que le format du texte est entre en fait la nouvelle et le roman. Il y a un nom d'ailleurs pour ça qui s'appelle novella, mais bon, moi c'est pas vraiment pour ça dans le fond que j'appelais ça une nouvelle. C'était plus sur une manière en fait d'avoir un écrit qui était à la fois bref dans sa séquence, dans son rythme, dans sa narration, quelque chose qui va relativement vite et qui restait aussi beaucoup en suspens, quoi, comme ce principe un peu d'une nouvelle qui va se boucler un peu sur elle-même et rester suspendue aussi parce que centrée sur un seul personnage, même si ça n'est pas, on va dire, spécifique à la nouvelle, mais c'est développer beaucoup un personnage et pas un ensemble de personnages. Donc, enfin, il y avait tout un tas de gestes comme ça qui me semblaient plus appartenir à l'univers de la nouvelle, même si elles peuvent être assez longues. Je pense par exemple aux nouvelles de Lovecraft qui peuvent être quand même assez conséquentes en longueur. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est toujours un peu difficile d'arrêter un format. C'est vrai que moi après le texte je l'ai pas écrit dans une volonté de l'inscrire dans une tradition littéraire à proprement parler. Le pas de côté est vraiment plus de partir d'une pratique de plasticien et de s'essayer ou d'étendre un peu cette pratique-là à la création de personnages à travers la création d'écrits narratifs, sachant que l'écrit dans mon travail est quand même présent à la base, mais plus sous forme de poèmes ou de textes plus courts, plus de l'ordre d'un présent, d'une forme d'immanence, et moins dans une narration avec sa chronologie, sa temporalité et ses procédés. Voilà, sur la question du montage, c'est vrai qu'en fait la question de l'image a été présente dès le début, puisqu'en fait le principe c'est que la nouvelle repose sur une ambiguïté sur la nature même d'Evan, sur son regard en fait, qui est à la fois très subjectif, un regard à la première personne avec un narrateur homodiégétique qui participe au récit,
et en même temps un peu omniscient, où on sait qu'il est dépositaire d'un savoir et d'un accès en fait au monde qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Donc voilà, c'est vrai que le plan cinématographique du coup peut faire en quelque sorte son apparition à cet endroit-là, en tout cas l'œil de la caméra et le regard à travers l'œil d'une caméra est quelque chose d'assez important, de la même manière que la captation évidemment de la reconnaissance de forme et de visage est quelque chose qui est complètement central dans la nouvelle, même si en fait l'histoire d'intelligence synthétique est traitée principalement par des questions de langage en fait. C'est vraiment pour ça aussi d'ailleurs que Evan a suggéré d'insérer dans sa lecture des extraits d'un avis consultatif donc du Comité national d'éthique sur les chatbots qui est apparu très récemment là à l'automne et qui pose des questions éthiques vraiment de notre monde, de savoir est-ce qu'on a envie qu'un chatbot ait des émotions ou puisse comprendre les nôtres, est-ce qu'on a envie qu'un chatbot puisse se supplanter à une personne qui disparaît, etc., etc. Enfin tout un tas de questions. Le rapport est passionnant, vous pouvez le trouver facilement sur internet. Mais il se trouve que je suis tombé dessus au moment où je terminais un peu la rédaction, en tout cas j'étais bien avancé dans la rédaction du texte. Sur l'expérience personnelle, alors ça c'est un vrai truc, parce que, et c'est ce qui a motivé le fait d'inviter Evan à lire sa propre histoire, parce qu'en fait ce n'est pas du tout une autofiction, moi je ne suis pas du tout, en tant qu'auteur de cette nouvelle, impliqué dans le récit. Seulement effectivement je viens d'une trajectoire scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur à Lyon, là, à l'INSA, il y a de longues années de ça, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, mais à travers ma pratique artistique notamment, de m'en défaire, ou en tout cas de porter un regard critique sur cette vision du monde de l'ingénieur qui est vraiment celle de souhaiter comprendre le monde en le fabriquant, quoi. Et ce positivisme, en fait, ce rationalisme du monde scientifique, en fait, est quelque chose où il me semble important, en tout cas de mon point de vue, de produire une critique et de déconstruire en fait cette forme de positivisme un peu qui nous provient du siècle des Lumières, voire de l'apparition des sciences modernes, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est le centre un peu de ma pratique, d'un engagement un peu personnel, voilà, de déconstruire ce paradigme un peu central dans notre vision du monde occidental, enfin en tant que moderne occidentaux, on va dire, pour schématiser vraiment la chose. Voilà pour répondre à peu près rapidement, peut-être avant de laisser la parole à Sébastien. Alors je vais basculer la fenêtre. Voilà. Ben je te laisse la parole du coup, Sébastien. On va le faire, je pense, en deux temps, en rappelant après Jean-Clé Martin. Voilà. Ok. Ouais. Bon, tout simplement, bon, c'est pas toujours évident comme ça d'interagir à distance mais en tout cas, voilà, moi je suis content, j'allais dire d'être là, mais c'est pas tout à fait exact. Je suis en partie là. En tout cas, j'ai été très content d'être choisi par Alain pour figurer dans le jury en guillemets de son travail. Et peut-être commencer tout simplement par dire le très grand plaisir que j'ai eu de lire Evan. Enfin, il y a vraiment eu un plaisir de lecture et j'ai eu la chance de pouvoir vraiment lire la nouvelle entre guillemets d'une traite. Et donc c'était totalement immersif et c'était un vrai plaisir de lecteur. Ça c'était une première chose et la performance à laquelle j'ai assisté sur la chaîne ici, comme on vient de le dire, en fait, ajoute une couche de trouble et de doute et d'ambiguïté à ce qui émanait déjà de l'ouvrage. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon sentiment premier. Et disons que durant ce retour, j'ai envie peut-être de faire résonner peut-être 3 points et te poser peut-être 2 questions, Alain, puis de te faire réagir à un texte auquel j'ai pensé en lisant ton travail. Et ces 3 points, c'est à la fois, et on en a déjà parlé aussi, c'est le statut du texte en tant que tel, c'est la question de l'image et du visage, et en fait, c'est la question des doubles sur laquelle je voudrais revenir. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est OK au niveau du son, Ouais. etc. Ouais. Ok. Donc en fait, quand j'ai reçu la version finale par
par la poste comme ça, c'était pour moi très, très bizarre en fait. C'est-à-dire que je ne savais pas exactement ce que je tenais dans les mains, ce qui en soi n'est pas, voilà, n'est pas un problème, mais il y avait quelque chose qui apparaissait dans les notes que tu avais rédigées, Alain, et tu dis en fait, on a déjà discuté, est-ce que c'est une nouvelle, est-ce que c'est une novella, est-ce que c'est un roman, peu importe sans doute. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est ce que tu appelles en disant c'est un écrit d'artiste. Et moi, j'ai vraiment lu et relu et repensé au travail avec cette idée d'écrit d'artiste, parce que à la fois, je trouve, pour avoir suivi, découvert plutôt ton travail sur le net, qui a vraiment un mouvement comme ça de déplacement, c'est-à-dire des arts plastiques vers la narration, vers le texte écrit. Et j'ai vraiment voulu comprendre cette mention écrit d'artiste comme étant finalement une idée de mouvement, de déplacement, de sortir d'un territoire, sans doute pour mieux y revenir, hein, ce que tu expliques aussi avec l'idée après de réfléchir à ces notions de personnage. Et en même temps, il y avait pour moi une ambiguïté très forte aussi dans le fait qu'on est sur une fiction, une narration qui concerne les altérités numériques, on pourrait dire, et qui se présente en fait sous la forme finalement très, très traditionnelle d'un livre imprimé, reçu par la poste. Et donc c'était ça un peu ma première question qui est un peu double, c'est le sens que ça a pour toi d'écrit d'artiste. Est-ce que c'est dans cette idée-là de mouvement, de déplacement, c'est-à-dire de se décentrer pour mieux revenir, et d'autre part d'interroger la forme même en fait matérielle du travail que tu as réalisé. Oui, oui, alors ben, c'est vrai que ça a été très difficile en fait comment dire, de savoir, enfin c'est toujours une grande question de savoir d'où on parle, quoi. Moi je pouvais assez aisément parler en tant qu'artiste, parler en tant que chercheur aussi. Par contre, parler en tant qu'écrivain ou romancier, typiquement, je me sentais pas du tout à ma place. Donc déjà, c'est vrai que, et on en a discuté effectivement, moi, le fait de parler d'un écrit d'artiste, c'était un peu le gage d'une liberté quant à certains attendus, ou en tout cas une tradition, par exemple, qui pourrait être celle de la littérature, que je voulais pas et que je pouvais pas embrasser comme ça en un seul projet, quoi. Donc à la fois, il y a un côté un peu d'humilité, évidemment, là-dedans, de dire que moi, j'ai une certaine trajectoire en tant qu'artiste, et que ça me permettait de parler de ce point de vue-là, mais peut-être beaucoup moins en tant qu'écrivain ou romancier, qui n'est pas du tout un statut que je souhaite endosser. Donc, il y a ça. C'est vrai que sur la forme, malgré tout, ça reste dans une forme narrative relativement... j'aimerais dire conventionnel, même si en fait, et c'est vrai que tu l'as souligné Pierre, sur la construction du texte, il y a quand même aussi beaucoup de liberté, beaucoup d'imbrications, de textes de nature très diverse, de collages, de montages, de choses qui sortent, on va dire, du fil narratif tissé d'une seule ligne, de la première majuscule jusqu'au dernier point. Donc c'est vrai que, voilà, pour répondre à ta question, Sébastien, c'est à la fois une histoire de trajectoire, de posture, d'où je parle, et donc je parle en tant qu'artiste plasticien, donc en ça reste nécessairement un écrit d'artiste, et c'est aussi une histoire de forme, où je me suis offert certaines libertés par rapport on va dire, à une forme littéraire dans des attendus et une tradition que j'ai pas souhaité nécessairement endosser pleinement. Après, effectivement, ça aurait pu être beaucoup plus expérimental dans la forme. C'est vrai que la narration implique malgré tout comment dire, un déroulé, une continuité que j'ai souhaité quand même garder en un sens. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Si, tout à fait. Et je pense aussi, enfin, j'ai le sentiment que la narration, parce que voilà, on parle aussi de recherche, c'est que ça permet aussi de faire tenir des choses ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de béance et qu'il n'y a pas de disparition, parce que le texte est quand même ponctué par des disparitions significatives, mais je pense que l'acte même de raconter, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, permet à la fois
de raconter cette histoire voilà, de l'intelligence artificielle et en même temps de nouer ça à l'itinéraire de ce personnage qui est Evan. Et donc je pense aussi comme instrument de recherche, si on veut, je pense que la narration permet ça, permet de faire ce type de synthèse. Ce qui m'amène peut-être au deuxième point, et toujours un peu sur la matérialité. Et je t'en avais parlé aussi, Alain. En fait, le texte est resté un certain temps sur mon bureau, et donc j'avais toujours ce visage qui me regardait, ce visage d'Evan, dont j'ai appris en tournant simplement je crois qu'on arrive juste à la page 6, où on apprend que c'est un visage qui est généré en fait par un réseau neuronal de type GAN. Donc c'est un visage en fait qui n'existe pas. Et pour moi, cette image-là a conduit, je ne vais pas dire à une fausse piste interprétative, mais a produit une sorte de court-circuit que vient encore amplifier en fait la performance qui vient d'avoir lieu. C'est-à-dire que pendant que je lisais le récit, il m'est apparu en fait que dans le monde fictif, Evan n'était pas une créature numérique, mais était d'abord une personne, on pourrait dire, de chair et d'os, et donc du coup que cette personne devait normalement avoir un visage. Or, le visage qui est sur la couverture est un visage qui n'existe pas. Donc du coup, il y avait quelque chose de très bizarre et de très perturbant. Et donc je me posais la question de me dire, tiens, est-ce que d'une part, ce visage, est-ce qu'il a vraiment été généré de manière algorithmique, ou, hypothèse encore plus tordue, est-ce que finalement, ces générations par algorithme peuvent déboucher sur un visage qui existe réellement? Et donc pour moi, c'était très perturbant, en fait, cette entrée en matière. Et ça a vraiment créé un trou, mais je crois qu'il était productif. En tout cas, pour ma lecture, je trouvais ça plutôt stimulant d'avoir cette image-là. Et la question que j'ai envie de te poser, on en avait parlé aussi, c'est que pour moi, ça pose la question du visage frontalement, en fait, aussi dans cette interaction entre le Evan réel, on va dire, hein, c'est des raccourcis, et le Evan virtuel. Parce que ce qui m'a frappé, c'est que la communication entre les deux entités était la plupart du temps une communication langagière qui s'exprimait par des petits bouts de dialogue. Et sans doute qu'un des soucis de l'Evan virtuel, c'est qu'il n'a pas non plus de visage, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus une singularité. Et je disais ça, enfin j'avais ça en tête avant d'avoir assisté à la présentation de maintenant, parce que là maintenant tout se complique, puisqu'on a, sauf illusion et trucage sur ce que je suis en train de regarder à l'écran, on a quand même face à nous un vrai, entre guillemets, Evan. Donc je voulais un peu voir aussi comment tu plaçais un peu cette question pas de l'image en général, mais vraiment aussi du visage en tant que marqueur de singularité, en fait, dans le travail que tu as pu concevoir. Oui, c'est vrai que tu n'avais pas pu voir, donc oui, Evan existe pour de vrai aujourd'hui. Ça, c'est on va dire la dimension qui m'intéressait dans cette restitution, enfin en tout cas dans cette lecture performée, c'était d'inviter Evan en chair et en os, marquant temporairement la fin d'une ambiguïté sur sa nature. Et c'est vrai que cette ambiguïté-là, de ne pas réellement savoir est-ce que Evan a un corps ou non, il pourrait très bien être, on va dire, un pur esprit dépositaire des souvenirs d'une personne qui a vécu à travers un corps, ou même de poser la question de la mémoire, si elle a besoin en fait d'un support matériel vécu d'une chair en fait qui éprouve la vie. Moi j'ai été assez troublé vraiment par la lecture et la vision des films donc de Solaris et la lecture surtout de la nouvelle, enfin du roman pardon de Stanislas Lem, dans cette dimension où il y a des personnages dans le roman qui sont des êtres créés à partir de souvenirs uniquement de personnes existantes. Donc il y a un côté comme ça un peu, dans quelle mesure on peut reconstruire un corps à partir de quelque chose de très 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 éthéré,
très immatériels, on va dire, qui peuvent être les souvenirs ou les sensations, etc., etc. Après, c'est vrai que la question donc, des visages est présente, même si, tu l'as dit, les échanges se font principalement au niveau du langage. Et en fait, pour moi, en fait, là, un des pivots de l'écrit était cette question de reconnaissance, quoi. C'est-à-dire, et je me suis plutôt inspiré d'un texte, donc d'un essai de Judith Butler qui s'appelle Le récit de soi, sur cette question de savoir en fait la création de notre identité, dans quelle mesure elle est produite par rapport à un rapport avec les autres. Quelque chose qui peut paraître très trivial en fait, posé comme ça d'entrée de jeu, mais qui devient beaucoup plus complexe quand on cherche à connaître par exemple quelle est sa singularité, de savoir qu'en fait notre singularité nous est donnée en un sens par la reconnaissance d'autrui, etc. Et tout ce questionnement, donc bon, je ne pourrais pas détailler plus que ça malheureusement, mais qui fait l'objet donc du texte de Butler, je l'ai un peu détourné sur la question de l'intelligence, de la manière de se demander dans quelle mesure l'intelligence c'était quelque chose qui pouvait être spontané ou devait-elle se faire nécessairement par la reconnaissance d'autrui. Et nous, quand on dit d'un animal qu'il est intelligent, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'anthropomorphisme qui fait qu'on cherche à se reconnaître dans un animal et on dépasse en fait l'hypothèse qui pourrait être celle d'une intelligence qui nous est complètement inaccessible. Donc c'est vrai que la question du visage, voilà, est peut-être une instance ou une expression ou une forme en fait de cette notion un peu plus conceptuelle de la reconnaissance en fait à travers cette quête un peu de l'intelligence, mais de manière peut-être plus profonde sur une histoire d'identité, de singularité ou d'individuation, pour reprendre un peu le thème de Butler dans cet essai. Voilà, j'ai un peu répondu à côté, mais... Non, 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 pas du tout, parce que pour moi, c'est vraiment cette question-là de l'individuation, de la singularité, je trouve, qui traverse le texte, parce que même s'il est question de double, et je vais venir dans mon troisième point, je pense que cette question-là, en tout cas pour moi, elle est vraiment aussi en creux présente, même au-delà, j'ai envie de dire, des personnages en tant que tels. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que l'écriture et que la narration essayent aussi de débusquer des singularités dans un univers qui est contaminé par les doubles, en fait. Et donc c'est ça aussi que je trouve intéressant. Et pour moi, bizarrement, cette singularité, elle commence avec la couverture du livre, qui est pourtant une singularité, mais qui n'a pas d'existence dans le monde réel. Donc je trouvais ça vraiment assez stimulant, je trouve, comme point de départ de l'ouverture de ce récit. Et le troisième point, en fait, après la discussion qu'on a eue, je pense que c'était la semaine passée, j'avais cette question double et c'était pas venu vraiment dans la discussion, mais enfin ça restait quand même. Et puis à un moment donné m'est revenu en tête un passage, ou plutôt un ouvrage de Clément Rosset, qui s'appelle Fantasmagorie, je ne sais pas si on voit clairement ou bien. Et j'ai eu envie peut-être de partager ça avec vous aujourd'hui, parce que et voir un peu comment tu réagis à ça. Enfin, encore une fois, l'idée, c'est pas de disserter sur Clément Rosset, mais à un moment donné, il y a ce passage dans Fantasmagorie où il discute en fait sur la question du réel et de l'illusoire et du fait que les doubles, d'une certaine manière, si on veut, tendent à dissiper ou à recouvrir le réel. Et à un moment donné, j'aime bien ce passage-là parce que je trouve que ça résonne vraiment fortement avec ton texte. C'est-à-dire que Rosset distingue à un moment donné des doubles duplications et les doubles de remplacement. Voilà. Je vous lis, ça dure pas très longtemps. Double duplication sont seulement dupliquant les doubles qui singent les modèles, mais qui n'attendent en rien à l'intégrité des originaux dont ils sont les copies. Et puis, tout autre sont les doubles de remplacement qui ont pour fonction d'éliminer l'original en se faisant passer pour lui par un effet d'alternative qui affirme leur existence par la suppression de leur modèle, telle une cellule organique qui reproduit une cellule en phagocytant cette dernière. Et je trouvais que cet extrait-là, je le trouvais très parlant en fait par rapport à
à Evan, la nouvelle, jusqu'à la mention du mot organique dans la citation de Rosset. Et après, je pense qu'il ne faut pas nécessairement rentrer dans voilà, dans quelque chose d'assez binaire, avec d'un côté les duplicants par remplacement et les duplicants un peu tueurs comme ça. Mais même dans ton cas, on pourrait me penser que c'est plutôt des duplicants ou des doubles par alliance. Mais je voulais savoir si cet extrait-là pouvait résonner avec ton travail. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est même assez troublant. C'est vrai que j'ai essayé d'éviter ce lieu commun du remplacement, qui est vraiment un fantasme et qui est assez drôle parce qu'en fait, dans ce mythe un peu de l'homme fabriqué, hein, qui existe dans la littérature et dans multiples mythologies, enfin on peut penser à Pygmalion ou même au golem dans la mythologie judaïque. Donc dans ce mythe de l'homme fabriqué, de créer un double, ça s'accompagne toujours d'une crainte qui nous remplace, quoi. Et c'est vrai que même dans les instances très pop contemporaines, ou de la fin, enfin, je pense évidemment à toute la SF cinématographique américaine, etc., de la fin du XXe, il y a ce grand remplacement des machines, que ce soit Matrix, Terminator, tout ce qu'on veut. Et donc moi, je cherchais à pas vraiment aller là-dedans et aller plutôt, oui, dans la question donc, de l'alliance, quoi. Même si cette alliance pouvait être un peu ambiguë, c'est-à-dire que parfois les plus grands alliés sont en même temps les meilleurs ennemis, et c'est un peu ce qui arrive à Evan à la fin, c'est-à-dire que son double synthétique qui est sans tout révéler non plus, mais qui est au début là pour l'assister, va être un petit peu trop présent, quoi. Va même peut-être savoir être un peu mieux être Evan que Evan ne sait être lui-même, en un sens. Donc c'est vrai que j'ai essayé d'éviter ça. Il y a aussi tout le monde en fait peuplé de réseaux sociaux, peuplé par des IA, et je voulais pas que ce soit une forme de crise ou de paranoïa, un peu comme dans des livres ou dans des films comme ça de SF, où soudainement ou Invasion of Body Snatchers, où en fait les extraterrestres sont là mais on sait pas trop. Et en fait, il y a une genre de quiétude comme ça de la communauté humaine qui cohabite avec des IA sans chercher nécessairement à savoir, à les débusquer, à savoir si elles sont humaines ou pas. Et je trouve que c'est assez une réalité qui est un peu plus sexy, même si moi, personnellement, je ne souhaite pas profondément à ce qu'il y ait des IA partout, mais ça, c'est pas, on va dire, entre nos mains à nous. Mais voilà, donc oui, pour répondre, c'est assez troublant, effectivement, cette question du double, et qui ne serait pas voilà, un double de remplacement, mais un double de un peu voilà, dans une coexistence, coprésence, quelque chose de plus symbiotique, quoi. Merci. Et c'est vrai aussi, et j'en termine là-dessus, hein, que chez Russell, cette idée aussi du réel, et même si on est dans le cadre voilà, d'un projet de fiction, je pense aussi, en tout cas, que par l'écriture, chez toi, Alain, il y a pour moi vraiment aussi cette recherche de singularité, quoi, qui passe, à mon sens, à la fois par la mise en récit, notamment la mystérieuse disparition d'Evan, enfin, je veux dire, qui se soustrait quelque part à cet échange de doubles. Et puis, je pense aussi avec une précision, enfin, qui pour moi est importante dans l'écriture, et qui passe par une quête du détail juste, on pourrait dire, mais singulier, hein. C'est pour ça que, euh, bêtement, j'ai envie de dire, quand tu décris un congélateur et que tu décris les bacs scintillants de givre, ou que tu t'attardes sur le nom de cet insecte, là je lis mes notes parce que je l'oublie chaque fois, c'est la lucilie. Je pense que là, pour moi, il y a vraiment aussi ce travail de l'écriture qui va débusquer par cette très grande précision de la singularité. Et donc tout ça pris ensemble fait qu'à la fois j'ai passé un très bon moment de lecture, et je pense que c'est important, mais aussi que c'est un texte, c'est un objet aussi qui donne à penser et qui interroge aussi mes propres pratiques, qu'elles soient poétiques ou universitaires. Donc merci pour ça. Merci beaucoup Sébastien. Je vais raccrocher du coup, et on va tenter de joindre Jean-Clé Martin. Merci encore. Au revoir. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Du coup, alors, j'ai beaucoup apprécié votre texte, votre nouvelle, qui est
qui est une nouvelle tout à fait originale, dans la mesure, effectivement, où, comme ça a été dit, il s'agit plus d'une forme, oui, éphémère peut-être sur le plan de l'intrigue, du moins de la manière dont cette intrigue se clôt dans l'inachevé. Et donc, je ne vais pas recouper tout ce qui a été dit, question du double, que j'avais également envie d'interroger avec vous, mais enfin, voilà, il me semble que la question autour de laquelle tourne votre propos, c'était, ou votre écriture en tout cas, c'était la suivante. Bon, la machine pense, mais si elle se met à penser, est-ce que c'est bien grave? Alors, on a l'impression que oui. On a l'impression que oui, c'est un peu une dramatisation récurrente dans nos formes sociales d'indignation, mais enfin, cette dramatisation est portée aujourd'hui par une série de soupçons à l'encontre de la technique, qui remontent sans doute à des mythes que vous aviez évoqués, Pygmalion, mais enfin peut-être aussi plus loin, Prométhée, comme si nature et techné étaient, comme si Physis et techné étaient totalement étanches, à dissocier absolument, une espèce de transgression méphitique, diabolique d'une certaine manière, enfin faustienne, pourquoi pas. Et donc, je crois qu'il y a toujours plusieurs raisons d'imaginer que ça soit grave qu'une machine puisse penser. Enfin, il me semble qu'il y a un certain nombre de clichés autour de cette pensée propre à un automate spirituel qui serait incarné par l'informatique. Et donc, d'abord peut-être pour la machine elle-même. Ensuite, sans doute, pour la pensée en tant qu'elle s'en trouverait dévoyée. Alors, pour la machine, on pourrait en effet déplorer que, disons, que son créateur, en tout cas, ne se soit pas demandé ce qu'elle en pensait, elle, justement, de cette convocation, de cet appel à penser. Ce qu'elle pensait du fait de devoir penser, ou ce que le clone, le double de Evan, l'Evan synthétique, pouvait peut-être envisager quant à sa venue à l'existence, sa manière d'être jeté comme ça en vrac au monde. C'est un peu le problème du monstre de Frankenstein, lui qui n'a pas demandé d'être et qui, au fond, apparaît comme un être rafistolé sans aucun consentement du reste. Donc, il me semble que votre roman était extrêmement intéressant en ce qu'il met peut-être également la faute du côté du créateur, ne serait-ce que par sa mort, d'une certaine manière, et par son éviction finale. Alors, que penserait un programme de sa propre pensée? Je crois que ça serait bien d'interroger cette piste. Quel serait le point de vue de l'Evan virtuel, si je puis dire, d'Evan numérique sur cette obligation de devenir Evan en tant qu'incarnation. Alors, il me semble que peut-être ce point de vue n'est pas développé vraiment par la nouvelle, mais que c'est en tout cas une chose qu'on retrouve dans le film de Ridley Scott concernant Rachel dans Blade Runner, qui entre dans une nouvelle forme de méditation métaphysique dans le film, notamment plus que d'ailleurs dans le romantique, hein, et notamment la scène extraordinaire de Betty, qui interroge sa propre condition dramatique, d'une certaine manière, d'androïde. Donc, on disait en un premier temps que c'est grave d'abord pour la machine que de devoir se mettre peut-être à un appel, répondre à un appel de pensée, à un appel idétique, et que c'est tragique, comme dans un certain nombre de films, la mort de Betty, mais enfin, c'est vrai aussi de Blade Runner 2049. Alors, en un second moment, on dira que c'est grave pour la pensée, pas tant simplement pour la créature. C'est grave pour la pensée, c'est grave parce que cela voudrait dire que la pensée se réduirait à l'intelligence. Et il y a donc, alors là, par contre, dans la nouvelle qui vous appartient, vous avez bien développé cet aspect de l'intelligence, le scandale au fond de l'ordinateur qui pense et sans doute qui penserait contre nous. Alors, bon, ça, c'est le lieu commun que vous, le piège finalement qui vous est tendu, mais dans lequel vous ne tombiez pas.
parce qu'il n'y a pas eu, me semble-t-il, dans votre texte, quelque chose qui relevait de cette moraline, de ce drame, de se voir dépassé, au fond, par un paradigme algorithmique. Et donc, nous, par rapport à l'intelligence, finalement, l'intelligence n'est qu'une association d'idées rapides, et par conséquent redevable à un QI. Très souvent, le cliché, au fond, de l'IA, de l'intelligence artificielle, est un peu branché sur la question d'une intelligence qui serait fulgurante, investie d'une vitesse que vous avez assez bien explorée, exploitée. Le quotient intellectuel, au fond, humain, qui serait détrôné par l'IA, par l'intelligence artificielle. Mais est-ce que la pensée, au fond, peut se réduire à ce processus du quotient intellectuel, du QI? Et il me semble que sans doute du côté de Heidegger, en affirmant que, je le cite, la science ne pense pas, il y avait un peu cet horizon d'un refus, en tout cas, d'investir la pensée par une forme d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, bien sûr, elle calcule, elle quantifie, elle informe, vous l'avez très bien montré, mais elle ne pense pas. Elle ne descend pas dans l'enfer de la pensée, celle de l'être, comme Blade Runner dont je parlais tout à l'heure, comme Beatty, qui descend vraiment dans le tragique de son existence. Alors Evan, lui, il y descend d'une autre manière par une forme de parasitage, au fond, par cette figure du parasite qui est donnée dès le début de votre texte, hein, par le chien qui meurt, et cette espèce de dissémination parasite qui le démembre. Et donc, certes, Heidegger peut se tromper un peu lorsqu'il dit que la science ne pense pas, puisque du côté de la biologie, évidemment, il est évident qu'il y a une profonde pensée, une pensée vitaliste. Et quand les mathématiques elles-mêmes se heurtent à des difficultés, ne trouvent plus de solution dans leur programme, dans leur forme théorématique. C'est le cas, par exemple, évidemment, des mathématiques confrontées à racine de 2, ou encore bien pire, racine de -1, qui conduisent à des nombres imaginaires ou à des pensées formidables. Des casse-têtes qui font l'essence de la pensée, qui font vraiment son caractère problématique plus que théorématique. Alors, il faut, dans des conditions particulières, se mettre à penser. Et je crois que ces conditions particulières qui appellent la pensée ont été, à un moment donné, évoquées dans le récit qui vous appartient, qui est le vôtre. La fameuse... la fameuse scène, entre guillemets, stratégique entre Evan virtuel et Evan synthétique et Evan physiologique. Un peu peut-être comme dans 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, où il faut que la machine soit confrontée à un bug pour se mettre à penser. Il faut qu'elle bug. L'intelligence ne pense pas, d'abord parce qu'elle ne rencontre jamais de problème, elle n'a que des solutions à fournir, elle n'est pas elle est effectivement dans l'horizon de Facebook, elle n'est pas dans la difficulté de penser, mais dans la facilité d'une reconnaissance faciale, dans la facilité d'un calcul. Et il me semble qu'au fond, dans la veine heideggerienne que j'évoquais, toute pensée, au contraire, est en difficulté. Elle n'est ni claire, elle n'est ni distincte, mais essentiellement obscure et crépusculaire. Il faut donc supposer, pour ce roman Evan, qui appelle à une persona, à une espèce d'influenceur virtuel qui serait devenu autonome, un bug qui soit capable aussi de l'amener à l'existence sur le mode de la pensée. Et au fond, dans cette autonomie, il est mis en difficulté devant un paradoxe que l'ordinateur Hall dans 2001 avait rencontré lorsqu'il était question de le débrancher. La persona d'Evan est également débranchée à la fin pour des raisons qui sont liées à la santé même de son support biologique et donc à l'être en chair et en os que représente Evan et qui va produire de la pensée, en fait, aussi bien du côté du partenaire d'Evan, de son épouse, que du côté de la mécanique de la pensée, qui cesse d'être un automate spirituel. Alors, ces paradoxes, en tout cas, sont bien connus de la science-fiction.
machine étant amenée à tuer un homme parce que son programme entre en conflit avec cet humain qui va contre l'humanité, un humain qui sort de son rang. L'humain à abattre va à l'encontre effectivement de l'humanité à venir. Et donc il peut y avoir des impératifs contradictoires, des exigences contradictoires qui amènent la machine à sa propre autonomie, une espèce de nœud qui n'est plus du tout intellectuel, mais philosophique. Alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et donc je vais pas du tout rentrer évidemment dans un développement de tout ça, mais il me rappelle aussi que néanmoins le film de Ridley Scott, Alien Covenant, il y a cette figure de David qui se met à penser à partir du moment où elle bug, à partir du moment où elle attribue à Byron un poème qui est de Shelley, et qui fera froncer les sourcils un moment, et dans ce bref instant, dans cette pensée qui le noie d'une certaine manière, il se trouve devant une possibilité, mais qu'il va rater par imitation, par mimésis vis-à-vis du désir humain, du double qu'il constitue et qu'il a le projet évidemment de détrôner. Alors c'est un problème que la morale rencontre, sans doute ce rejet finalement de la persona que vous envisagez, là, c'est de cette espèce de pensée informatique ou de pensée virtuelle. C'est un problème que la morale refuse d'une certaine manière, d'abord par rapport à l'animal. Elle s'insurge de ce que la pensée puisse être partagée avec l'animal. Le scandale de la planète des singes, notamment, tourne absolument autour de cette référence constante à l'animal. Et il y a dans votre nouvelle une manière d'animaliser le propos à la fois par l'entrée autant que par la sortie, qui est tout à fait vitaliste et qui donne à l'animal un statut paradoxal, un statut qui vient doubler en fait l'appel à l'existence de la persona, de cette existence virtuelle, de ce mode d'existence virtuelle, qui est toujours malvenu du point de vue de la morale, aussi bien du côté de l'animal que du côté de la technique. Elle se scandalise de la même façon devant la machine qui pense. Et Blade Runner 2049, c'est justement un film sur le double, sur la persona nommée Joy, qui devient admirable au point d'aimer et de découvrir qu'elle aime un androïde plus qu'elle m'aime. Et donc, elle n'est plus qu'une image, un hologramme, mais elle advient à une consistance que le moindre humain ne pourrait peut-être pas partager avec elle. C'est d'être dans une relation érotique et amoureuse à un androïde. Alors, est-ce que c'est grave? Bon, c'est pas du tout du transhumanisme. Le transhumanisme voudrait que l'homme, justement, continue plus longtemps, qu'il joue un match de prolongation sans limite pour quelques riches gâteux dont il n'y a qu'un seul rêve, ce serait de survivre, alors qu'ils nous ont tellement embêtés déjà durant leur vivant. Qu'ils meurent, c'est très bien, c'était sans appel. Joy, en fait, dans ce film, c'est l'inverse. Elle est une persona qui meurt. C'est elle qui meurt pour un autre qui n'est lui-même qu'un androïde, et je trouve que c'est très beau. Alors, Evan virtuel, Evan synthétique, en était-il capable? C'est la question, au fond, que j'aurais envie de vous poser. Il y a un moment où Evan joue contre lui-même dans une partie d'un jeu stratégique qui fait basculer le roman. Evan numérique, est-il capable d'aller au-delà de l'imitation et de mourir pour celui qu'il va sauver? Et en même temps, c'est bien une tentative à la fin, peut-être, lorsqu'il rentre en contact avec la femme d'Evan en chair et en os, pour manifester un amour qui puisse aller simplement au-delà des modes d'existence que la morale aura catalogués, catégorisés selon des ressources qui sont finalement peu intéressante. Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à... Oui, c'est pas évident, répondre à cette... Jean-Clé, mais je vais essayer de répondre avec mes moyens. C'est vrai qu'il y a il y a un indéterminé à la fin sur l'intentionnalité de la machine. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment, et pourtant il y a des moments vraiment où l'intentionnalité semble être présente.
voire vraiment centrale, mais en fait elle est toujours voilée par quelque chose. On ne peut jamais en être tout à fait sûr, et elle demeure dans l'ambiguïté. Et sur l'intentionnalité du Evan synthétique, est-il au fond vraiment Evan ou simplement un répliquant, un remplaçant? Ça, la nouvelle ne le dit pas, et je trouvais que c'était bien que ça reste ainsi. Sur votre question, est-ce grave? Je trouve que c'est une très belle question au final, parce que ça nous engage sur un rapport moral, effectivement, qu'on pourrait avoir par rapport aux machines. Moi, j'ai l'impression en fait que ce qui me dérange plus que de dire est-ce que moralement c'est acceptable ou pas, ou questionner sur un plan moral, ce qui me dérange un peu, c'est cette approche cybernétique en fait de l'intelligence, qui confond en fait pensée et intelligence, comme vous l'avez dit aussi au début de votre intervention. Et c'est vrai que ça serait pas si ennuyeux que ça si cette confusion-là ne façonnait pas l'intégralité quasiment du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire une forme d'effacement complet de la sensibilité, quoi. Je pense que les artistes le savent bien, les auteurs, les écrivains aussi. L'intelligence, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du QI ou de la pensée opératoire, mais c'est bien, et peut-être même beaucoup plus, une question de sensibilité et de rapport sensible au monde. Et c'est vrai que la cybernétique a comment dire, à mon sens, dans son pan vraiment de science, à évincer complètement cette question-là, quoi. De la même manière que la théorie de l'information, en fait, la question du sens n'est jamais posée, quoi. L'information, c'est un signal, quoi. C'est pas une expression. Et du coup, moi, c'est un peu cet achoppement-là dans la définition, l'approche cybernétique du monde que je cherchais un peu à problématiser. Et comme vous l'avez dit également, en fait, une machine n'est pas capable simplement de problématiser. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable d'avoir une approche sensible à un problème, c'est-à-dire de produire un décalage, en fait. Parce qu'il y a besoin pour ça, probablement, d'avoir un corps. Mais ça, évidemment, c'est des questions qui dépassent un peu ma propre appréhension de la chose. Mais voilà, c'est vrai que sur l'animalité, et c'est pour ça aussi, pour toutes ces références et votre lecture critique de la science-fiction, moi, qui m'a beaucoup inspiré, sur l'animalité, etc. Moi, j'ai pensé, lors de votre intervention, à la célèbre phrase donc, de H dans Alien, donc, qui est un androïde, qui est en admiration devant l'alien, parce qu'il dit que c'est une créature parfaite, parce qu'elle n'est pas soumise aux affres de la moralité, quoi. Et il y a vraiment dans Alien cette triade entre l'humain, la machine et l'animal pur, vraiment dans le sens où il pourrait être complètement... il est complètement amoral, et malheureusement pour les protagonistes d'Alien destructeurs. Je trouvais que cette saga-là me plaît beaucoup sur cette triade un peu qui pose ces questions-là. Et c'est vrai que en avançant dans la saga avec Prometheus et Covenant, on découvre vraiment le rôle central que jouent les machines dans ce grand récit de Ridley Scott. Voilà, je ne saurais pas trop quoi dire de plus. Je pense que c'était très, très complet. Voilà. Oui, en tout cas, Alien, c'était bien l'articulation entre le mécanique, puisque la dentition de l'animal apparaît à un moment comme quelque chose de mécanique, l'articulation du mécanique, du biologique et d'une reproduction qui est capable de créer de la mutation. Enfin, donc ici, évidemment, ça aurait pu jouer dans le sens d'une mutation, parce qu'à un moment donné, en lisant au début l'ouverture, j'avais le sentiment qu'il y aurait quelque chose comme une mutation possible entre, d'une part, l'animal et la machine, enfin, qui avait un rapport, en tout cas, qui n'était pas clarifié, mais qui revient à la fin. Qui revient à la fin dans cette espèce d'espace, dans cette espèce d'espace que constitue une forêt, avec sa manière de se reconstituer, de se rassembler, de se perpétuer sans cesse.
donc, c'était très intéressant de ce point de vue-là, de laisser ouvert sans doute les différentes perspectives avec la nécessité pour le lecteur de renouer le fil d'une mutation qui passe entre l'homme, la machine et l'animal. Tout à fait. Bah, c'est vrai que pour le public, c'est un peu difficile d'aller plus en avant sur ces questions-là, parce que c'est des choses qui sont dans la nouvelle, mais il y a évidemment un lien, enfin une mise en regard ou une mise en dialectique un peu de ce monde du vivant, ou de ce que dans une vision un peu naturaliste on voudrait appeler une intelligence du vivant, qui est évidemment bien plus que ça. Donc qui serait le monde de l'extérieur et qui encadre la nouvelle, et le monde un peu de l'intérieur, de la machine, du data center, etc. Mais tout à fait, voilà, enfin je sais pas quoi dire d'autre. Peut-être qu'on peut prendre un temps pour s'il y a des questions. Non, faut arrêter. Je crois que l'école doit fermer ses portes sous peu. Est-ce que peut-être s'il y a juste une ou deux questions qu'on peut prendre, et sinon on peut peut-être s'en arrêter là. Voilà, bah, je vous remercie, Jean-Clé. Merci à vous. Et puis je vais raccrocher, et puis je vais dire merci à la salle. Oui, d'accord. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Voilà, ouais. Et ben, merci beaucoup. On a beaucoup parlé, du coup, je sais pas si... Mais merci en tout cas d'avoir été là. Merci encore à Evan de nous avoir fait le cadeau de sa présence. Et voilà, la nouvelle est là. J'en ai amené quelques exemplaires si ça vous intéresse. Voilà, s'ils sont donnés ou vendus à prix libre, vraiment, si vous voulez repartir avec. Et elle sera disponible sur Internet dans un premier temps. Donc le lien, je ferai passer le lien, et il est sur le site de l'école d'ores et déjà. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Merci.